Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode podcast où je reçois Laure qui va nous parler de coaching scénique et aussi de musique parce qu'elle en fait sa profession. Bonjour Laure, Bonjour Guylaine, bienvenue. J'espère que tu vas bien. merci beaucoup. Oui, super bien, il fait chaud, le soleil est enfin revenu, ça fait du bien. Oui, c'est vrai. Alors, pour nos auditeurs, Laure, est-ce que en quelques mots, tu peux te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais aujourd'hui? Donc je m'appelle Laure, je suis musicienne, violoniste professionnelle depuis environ 20 ans. Je compose de la musique également. Je fais du coaching de scène et je suis la créatrice d'un blog qui s'appelle La boîte à outils d'une musicienne pro, dans lequel j'ai décidé de raconter et de partager tous mes trucs et astuces que j'ai pu glaner au fil de mes 20 années d'expérience. Voilà. Eh ben, bravo, 20 années d'expérience. Et le blog, depuis quelle année tu as débuté? Alors c'est pas depuis quelle année, c'est depuis quel mois. En fait, Ah, c'est depuis le mois, c'est depuis le mois de janvier 2020, très exactement. En fait, l'année dernière, j'ai vraiment eu envie de donner une autre direction à ce que j'avais envie de faire. J'allais dire à ma vie professionnelle, mais c'est même pas ça. J'ai vraiment eu envie de transmettre, voilà, tout ce que j'ai pu apprendre, tout ce que je peux vivre au quotidien aussi sur scène. Et je me suis rendu compte que l'écriture, j'ai toujours beaucoup écrit, puis je l'ai beaucoup moins fait ces dernières années, étant prise par autre chose. Et j'avais vraiment un grand désir d'y revenir. Et donc l'idée de ce blog a vraiment émergé de manière très très simple. Et donc je l'ai mise en place à partir donc, du mois de janvier de l'année dernière, à raison en fait d'un article par mois. Pour l'instant, je m'y tiens et je compte bien m'y tenir encore parce qu'il y a énormément de choses à dire, à raconter. Enfin, c'est passionnant. en effet, moi j'ai commencé du coup, je t'ai découvert, par ce blog, entre Mhm. autres et c'est vrai que j'ai commencé à lire les articles qui sont vraiment très intéressants et je conseille, à tous les artistes qui nous suivent, débutants, amateurs ou même professionnels parce que ça concerne vraiment tout type d'artistes, allez les lire aussi et je mettrai le lien, dans la description du blog. Je te remercie. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Parce que c'est intéressant, donc ça fait 20 ans que tu es professionnel dans la musique. Donc si tu peux nous expliquer un petit peu, comment t'en es arrivé, à faire ce métier? Est-ce que c'est du prévu, de l'imprévu? Est-ce que tu as travaillé ça au conservatoire avant ou c'est arrivé, sur le tas? Et jusqu'à aujourd'hui, cette envie de partager ton expérience et de coacher aussi des artistes. Alors, tout ça a commencé, il était une fois, donc une petite fille à l'âge de 7 ans, à laquelle ses parents ont demandé, ma fille, quel instrument veux-tu apprendre? Et je me souviens vraiment comme si c'était hier, être allée dans le jardin, avoir fait comme mon père, j'ai mis les mains derrière le dos et j'ai commencé à faire le tour du jardin en réfléchissant. Et dans ma tête, il y avait deux instruments enfin, j'hésitais entre deux instruments, c'était la harpe et le violon. Et déjà à cette époque, je me suis dit, je pense que j'avais déjà des velléités d'indépendance assez marquées. Et ma première réflexion a été de me dire, la harpe c'est beau, mais ça va être compliqué à transporter si jamais je veux voyager, donc je vais prendre le violon. Et donc je suis rentrée à la maison, j'ai dit à mes parents le violon, et c'est comme ça que ça a commencé. Et je me souviens le premier jour où j'ai eu cet instrument entre les mains, il y a eu, ça a été une évidence en fait. Mais vraiment les espèces d'évidences qu'on ne questionne plus jamais en fait. Et puis j'ai eu la chance d'être, je me souviens encore comme si c'était hier, pareil, de mon premier cours avec mon professeur qui m'a, voilà, qui pour lui aussi c'était évident. Enfin, il y avait vraiment un coup de foudre entre cet instrument et moi. Donc voilà, donc j'avais 7 ans, école de musique, conservatoire, et puis alors même j'ai bien envie en fait de parler encore même encore plus de ce rapport vraiment au violon, c'est que là maintenant, donc j'ai 40 ans, donc 33 ans plus tard, je me suis vraiment rendu compte que c'est parce que enfin, que le violon en fait me permet de pouvoir moduler le son, de moduler la hauteur d'une note, de moduler, de fabriquer mes propres sonorités, et que ça c'est vraiment quelque chose qui me fascine. Donc je crois vraiment que le choix de cet instrument vient aussi de cette fascination que j'ai pour le son et pour ce que ça induit chez moi, dans mon état intérieur, chez les autres, sur les plantes, enfin tout ça. Et donc ensuite, j'ai déroulé donc un parcours assez classique, enfin voire même très très classique, avec école de musique, conservatoire, examen, concours, médaille d'or, perfectionnement, etc., etc. Et donc à l'âge de 18 ans, j'ai
passé donc mes diplômes. Et ma première expérience professionnelle a été avec l'Orchestre symphonique de Mulhouse, en Alsace. Voilà, on m'a demandé de venir remplacer quelqu'un qui était malheureusement tombé malade. Et en fait, je me suis retrouvée à être supplémentaire, ce qu'on appelle supplémentaire permanente. Donc, je faisais toutes les séries d'orchestre pendant 2 ans avec eux. C'est un orchestre donc régional, professionnel. Et ça a été une expérience vraiment de dingue à cet âge-là, de me retrouver avec ces instrumentistes qui avaient un niveau bien au-delà du mien, mais en tout cas de vraiment j'allais dire mettre les mains dans le cambouis, enfin en tout cas dans la musique, mais vraiment, et de me nourrir en fait de tout ça. Et juste, excuse-moi, je vais peut-être t'interrompre des fois parce que je vais vouloir te Je t'en poser des prie. questions. Mais du coup, tu salarié à temps plein là? Ça se passe comment? Quand tu as démarré J'étais, comme ça? non, j'étais pas intermittente du spectacle, mais j'étais payée comme telle. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire, je sais même pas si je savais que l'intermittence du spectacle existait à cette époque-là, parce que au conservatoire, c'est pas ce qu'on t'apprend, hein. Justement, c'était une autre question que je voulais te poser avant que tu continues dans ton parcours. Parce que tu as eu Oui, un parcours, voilà, au conservatoire, tu as pris des cours avant et cetera. Et ce que je me demande toujours, parce que moi j'ai pas fait le conservatoire, j'ai fait 2 ans de cours guitare classique quand j'avais 9 ans et puis après, bah, j'ai dû arrêter, et j'ai plus appris à l'oreille et puis je me suis débrouillé. Mais quand tu suis le conservatoire, finalement, par rapport à quelqu'un comme moi qui est autodidacte, est-ce que tu as plus d'éléments? Est-ce qu'on t'apprend plus de choses pour, en faire ton métier? Tu vois? Est-ce qu'on te donne plus d'outils ou c'est vraiment l'apprentissage d'un instrument et on va pas au-delà? c'est l'apprentissage d'un instrument. Et on va pas au-delà. En tout cas, de ce que j'ai vécu, l'apprentissage d'un instrument, l'apprentissage de l'histoire de la musique, de toutes les techniques et de tout ce qui a trait à la compréhension de la musique et à la pratique d'un instrument. Moi, dans mon expérience, les débouchés qui étaient, enfin, je vais dire qui étaient envisagés ou les seuls débouchés envisageables pour l'adolescente que j'étais, ainsi que pour tous mes autres collègues, c'était soit devenir prof d'instrument ou alors rentrer dans un orchestre. Et en gros, euh, enfin, et c'est tout quoi, et rien d'autre. Et puis, bon, je ne m'étalerai pas sur le côté un peu élitiste des conservatoires français à l'époque, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé Mmh. depuis. Mais c'est vrai que les places sont très chères. Il y a énormément, il y a pas mal de monde, les places sont très chères et voilà, en fait, il faut vraiment avoir un niveau assez haut, assez jeune pour pouvoir ensuite prétendre à des places dans des orchestres ou ce genre de choses. Mais bon, bref, indépendamment de ça, voilà, c'était soit être prof de violon, soit rentrer dans un orchestre, ou alors faire une carrière de soliste. Mais la carrière de soliste, voilà, c'est encore plus, enfin, il y a encore moins de personnes qui y accèdent parce que, voilà, Ouais, parce qu'il faut quand même une certaine notoriété pour, même au-delà de la notoriété, en fait, il faut avoir et un don particulièrement incroyable, mmh. plus une pratique instrumentale de plusieurs heures par jour, très très jeune en fait. Donc voilà, ce sont des gens qui sont capables de jouer des pièces de ce qu'on appelle du répertoire à l'âge de 12 13 ans, alors que la majorité des musiciens arrivent à jouer ça bien plus tard en fait. Ouais, donc c'est un peu le petit haut de la pyramide quoi, au niveau de l'excellence quoi, ça. Et c'est ça, c'est l'excellence, ouais. Ouais, Ouais. ouais, tout à fait. Tout à fait. D'accord. Bah, merci pour, ces réponses. Avec plaisir. Et donc après le conservatoire, donc tu as été dans l'orchestre de Mulhouse? Voilà, donc j'étais dans l'orchestre de Mulhouse et puis superbe expérience. Et ensuite, bon, j'ai déménagé pour continuer mes études de musique, donc pour faire un perfectionnement de violon, ainsi qu'un diplôme d'État. Euh, Parce que bon, dans les grandes lignes, quand j'ai dit à mes parents que je voulais faire de la musique dans ma vie, ils ont dégluti. Puis ils m'ont dit d'accord, ma fille, mais Pourtant, il passe t'avait un diplôme. encouragé avant en faisant, les Ouais, cours ouais, du ouais. conservatoire? Ouais. Oui, mais c'était. Je ne suis pas certaine qu'ils aient vraiment imaginé que j'aurais envie d'en faire mon métier voilà, parce que bon, les débouchés, enfin, comme la majorité des gens imaginent, en fait, sont incertains, Mmh. alors qu'en fait, ils ne sont que ce que l'on va en créer, mais bon, ça, on le découvre au fur et à mesure au fur et à mesure du temps. Donc voilà, j'ai simplement passé un diplôme d'État donc, qui me permettait d'enseigner en conservatoire. Et donc c'est ce que j'ai continué à pratiquer en plus donc de l'orchestre, donc j'enseignais et je suis partie à Ajaccio et j'ai été en poste là-bas à l'École nationale de musique d'Ajaccio pendant un an.
Donc voilà, après tous les diplômes en poche, perfectionnement, le diplôme d'État, etc., etc., je vais à Ajaccio. Et en fait, c'est un peu là où tout a basculé. Euh, C'est-à-dire qu'au terme de cette année, je me suis rendu compte que l'enseignement, c'était pas là où je m'épanouissais. J'aimais beaucoup transmettre, mais j'avais soif de partager la musique, j'avais soif de jouer et surtout j'avais soif de jouer d'autres musiques et de découvrir d'autres univers musicaux que la musique classique, que j'adore, mais je ne voulais pas être cantonnée à un seul style de musique. Donc j'ai donné ma C'est vraiment démission. ça en conservatoire, c'est limité, Ben, vraiment, c'est toujours à mon bah, peut-être époque, parce avant, que ouais, peut-être qu'aujourd'hui ça beaucoup de c'est choses ont plus ouvert. changé, hein. Ouais, ouais. Mais moi, en tant que violoniste à l'époque, si, il pouvait y avoir des cours de jazz ou des choses comme ça. Mais moi, j'avais déjà 26 ans à l'époque d'Ajaccio. J'avais plus forcément envie de retourner à l'école pour y Mmh. apprendre des choses. Là, j'avais envie d'expérimenter la musique. Et je crois que j'avais envie de vivre vraiment autre chose que le conservatoire ou que tout ce que j'avais pu connaître pendant des années. Et donc voilà, donc Ajaccio, donc je donne ma démission, finalement, aux grandes dames de beaucoup de personnes autour de moi. Mais pour moi, ça a été une libération. Et j'ai décidé de monter à Paris, la ville que j'avais toujours essayé d'éviter dans toutes mes études. Bon voilà, et je sais qu'à Paris, il y a des musiciens qui jouent sur scène. Je ne savais ni comment, ni quoi, enfin rien du tout. J'avais juste mon envie et mon désir brûlant de jouer avec moi. Et pour la petite histoire, je vais te la raconter parce qu'elle est vraiment belle et en fait, elle définit ma vie, mais elle définit toute chose magnifique qui peut se passer quand tu suis vraiment ton intuition. C'est qu'en fait, donc je donne ma démission à Ajaccio et donc je quitte la Corse le 14 juin. Et ensuite, je devais m'envoler pour Montréal le 16 ou le 17 juin. Donc prendre l'avion à Paris pour Montréal parce que j'avais décidé d'aller voir des profs de violon là-bas qui enseignaient d'une manière différente pour continuer à me former. Jusqu'à avant de revenir en septembre à Paris. Et en fait, ce fameux 14 juin, je pars d'Ajaccio en bateau pour aller à Marseille, une traversée d'une nuit, et puis là, j'ai mon téléphone qui sonne. J'ai un vieux téléphone. Mon téléphone qui sonne, et on me dit, Laure, t'es où? Je suis avec le chef d'orchestre du Cire d'hiver Bouglione, on est sur le port à Ajaccio, on est en train de boire l'apéro, est-ce que tu peux venir? Et je leur dis, bah non, je peux pas, je suis en train de partir, je quitte l'île, ça y est là. Et ils me disent, bon, bah écoute, chez Bouglione, ils n'ont plus de violoniste. Ils recherchent un violon. T'as rendez-vous demain à 14 heures avec Joseph Bouglione. Et voilà, mets des talons. Je me souviens très bien de cette phrase, mets des talons. Il aimait bien les talons. Bah, oui, je suis pute, je sais pas, mais bon, c'est peut-être parce que moi j'en mettais jamais qu'on m'a dit mets des talons, je sais pas. Dans tous les cas, avant que j'ai pu dire quoi, comment, mais quoi, la communication se coupe parce qu'on était en pleine mer et je reste pendant une nuit en fait sans téléphone, sans rien. Et bah, le lendemain, à me demander en fait ce qui allait se passer. Le lendemain, donc j'arrive à Marseille, je prends un train, je monte à Paris. 14 heures, je rencontre donc Joseph Bouglione, le directeur artistique du Cirque d'hiver, euh, qui me fait visiter les lieux et qui à la fin me regarde, enfin je lui parle de moi aussi, et me dit ben écoute, si t'es ok, nous c'est ok. La saison commence fin septembre, ça dure 4 mois, on fait 200 spectacles en 4 mois. Ton intermittence elle est faite en 3 mois et demi à peu près. Voilà. Et puis tu seras violon solo de cet orchestre de 11 musiciens. Et là, ben, je lui ai dit que je voulais réfléchir pendant 24 heures parce qu'on m'avait dit qu'il fallait jamais donner de réponse tout de suite. C'est Moi, j'ai vrai. tenu 2 heures. Et je l'ai rappelé, je lui ai dit OK. C'est vrai que c'est bien de réfléchir, mais des fois, il y a Ah ouais, des non, mais là, c'était situations où c'est plus incroyable. du rêve ou de Ouais. Et là, en fait, c'était juste incroyable parce que finalement, je suis partie à Montréal pour mes 2 mois là, de violon et en sachant qu'en revenant à Paris, j'avais du boulot. Et surtout, j'avais du boulot dans ce que je voulais faire. Ça veut dire faire de la scène. Mmh. Voilà. Donc là, c'était du coup tes premières occasions de scène, en tant que soliste, en fait? Donc tu rejoignais un peu Euh, cette excellence, ou parce alors, qu'on te c'est pas. reconnaissait quand même en tant que Oui, soliste. oui, ouais. Alors, par contre, alors c'est vrai que les solistes desquels on parlait en tout début, là, c'était vraiment des solistes de musique classique où il y a Mmh. toute une technique instrumentale qui est poussée à l'extrême et qui est. Enfin, voilà, moi, c'est pas ma.
enfin chacun, je veux dire chacun son domaine et chacun son domaine d'excellence. Celui-ci n'est pas forcément le mien Mmh. et le mien, je suis en train de l'expérimenter toujours de plus en plus. Mais au Cirque d'hiver, en fait, c'était de la scène. En effet, et surtout, c'est donc orchestre de 11 musiciens, big band de jazz et un seul instrumentiste à cordes, donc moi. Et en fait, j'étais vraiment. Enfin, l'orchestre est positionné juste au-dessus de la piste. Et moi, j'étais vraiment en pleine lumière, juste devant, souvent debout, en train de jouer, devant 1600 personnes à chaque fois. Et en fait, c'est vraiment de la musique en live. Ça veut dire. Enfin, un spectacle en live, pardon. Ça veut dire que l'on accompagne les acrobates, enfin, tous les numéros en live. Mmh. Donc, on joue des styles de musique complètement différents à chaque numéro. Parce que chaque artiste de piste vient avec sa musique. Donc ensuite, nous, les musiciens, on la réécrit, on la répète, etc. Et voilà, donc là, j'ai appris à jouer sonorisé. J'ai appris à jouer, pardon, sonorisé avec des cuivres, devant 1600 personnes, avec de la lumière dans les yeux, avec la trouille, avec la joie, avec tout. Enfin, c'était génial. Ah, ça doit être incroyable. C'est un peu comme, enfin, ça me fait penser à l'époque, c'est vrai que même les pièces de théâtre ou ce genre de choses, il y avait toujours l'orchestre dans la fosse, enfin, qui Mhm. accompagnait ou des fois sur scène, hein, et c'est vrai que ça se fait beaucoup moins, quoi, aujourd'hui. Ouais, ouais, ben c'était vraiment une chose à laquelle tiennent énormément la famille Bouglione, c'est d'avoir de la musique en live et d'avoir un spectacle en live. Voilà, vraiment pour garder l'âme. Et donc du coup, tu travaillais que pour, la famille Bouglione à cette époque ou tu faisais quand même des cours encore à côté? Tu Alors non, j'avais décidé d'arrêter complètement les cours parce que j'étais vraiment partie sur autre chose et j'avais envie d'embrasser de tout mon temps, de tout mon cœur, en fait, tout ce que j'étais en train de vivre. Donc en fait, non, pendant les 8 années, j'ai quasiment pas fait d'autre chose. Enfin, pendant les 5 premières années, j'ai rien fait d'autre que Bouglione parce que déjà ça énergétiquement ça prend enfin ça prend du temps, ça prend l'énergie. On faisait donc 200 spectacles en 4 mois et demi à peu près. Physiquement, pour s'en remettre, ça demande un petit peu de temps. Et puis aussi pour une raison toute bête, c'est qu'en fait, ayant quitté le milieu classique, enfin n'ayant plus le temps de travailler dans le milieu classique et donc de travailler avec tous les orchestres avec lesquels j'ai pu bosser depuis que j'avais 18 ans, vu que je n'étais plus disponible 4 ou 5 mois de l'année, et ben voilà, au fur et à mesure du temps, enfin, plus personne ne m'appelait. Ce qui fait que voilà, je ne travaillais que mes 5 ou 6 mois au Cirque d'hiver Bouglione pendant les 5 premières années. Et puis ensuite, j'ai tout doucement commencé à avoir envie d'expérimenter encore autre chose. Et donc donc toujours en après les 8 musique. années là ou? Non, ça c'était au bout de 5 ans, Ouais. au bout de 5 ans de cirque. Et j'ai commencé à m'essayer un petit peu à l'improvisation. Et puis ensuite, j'ai commencé à rencontrer des gens, puis j'ai commencé à faire mes premières, ce qu'on appelle soirées privées, donc travailler vraiment dans de l'événementiel. Et puis à travailler avec des DJ aussi, qui voilà, balançaient de la musique électronique, tout ce qui était un peu deep house, etc. Et moi, où j'improvisais dessus. Donc au début, c'était très, 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 très balbutiant. Et puis en fait, voilà, c'est quelque chose que je fais encore maintenant beaucoup et que j'aime énormément. Et ça m'a permis de faire le switch avec la fin du cirque d'hiver. Donc voilà, 8 ans au cirque. Ensuite, j'ai switché sur beaucoup d'événementiels. Et, euh, et après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, et après ça, donc en parallèle avec l'événementiel, la découverte de la musique électronique, du violon électrique aussi, il y a Yamaha qui est venu me chercher, me contacter et qui m'a proposé un contrat d'artiste Yamaha chez eux pour représenter la marque et jouer leur dernier modèle de violon électrique. Donc ça a été, enfin toujours une super aventure en fait. On travaille toujours ensemble. En Et effet. puis C'est vrai que beaucoup d'artistes y pensent pas quand ils se lancent même dans la musique, mais c'est, ces partenariats qui peuvent être faits avec des marques. mhm. Ah, c'est très puissant, c'est vraiment super parce que moi, en tant qu'artiste, je sais que j'ai du matériel qui me plaît et eux sont assurés d'avoir. Enfin, moi, je vais parler d'eux aussi, donc je vais Mmh. communiquer dessus, que ce soit sur les réseaux, que ce soit autour de moi. Et donc, c'est vraiment gagnant-gagnant en fait. Puis c'est une sorte de contrat de confiance aussi et de bienveillance. Enfin, c'est un bon troc. Enfin, moi, Mmh. j'aime, ouais. Non, c'est vrai que c'est une bonne idée. Non, voilà, après le cirque d'hiver, donc musique électronique, violon électrique. Et puis j'ai été
j'ai été demandée par le cabaret, le César Palace, un cabaret parisien, de venir créer un show de violon pour faire partie donc du spectacle. Et ça a été la première fois justement que j'ai expérimenté la scène seule. Et ça, pour moi, pareil, ça a été autant un déclic dans ma vie que le jour où j'étais sur ce fameux bateau en quittant le port d'Ajaccio, où là, en fait, je me suis retrouvée à devoir, pendant 15 minutes, occuper une scène et garder l'attention du public, faire passer un bon moment à tout le monde, que ce soit à moi ou à eux, et donc vraiment appréhender la scène dans toute sa dimension. Et donc ça fait 4 ou 5 ans maintenant que je suis sur, enfin, que j'ai commencé à créer que j'ai créé mon premier show et que je continue d'en créer et que je me produis en France et à l'étranger avec. Bah, bravo, Merci. bravo. Bah, c'est quand même un super parcours, quoi. En plus, c'est à chaque fois renouveler de nouvelles expériences et c'est vrai que quand on est dans la création, c'est toujours intéressant, de sortir un peu d'une zone de confort et puis d'essayer d'autres choses et de se pousser un peu ailleurs, quoi. Sinon, c'est vrai qu'on peut vite s'ennuyer et tourner en rond Tout à fait, ouais. et ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est quand même il y a toutes ces opportunités qui se sont, présentées à toi. Mais, Mhm. en fait, on se dit on peut se demander est-ce que c'est de la chance? Est-ce que c'est dû à ton état d'esprit finalement? Est-ce que le fait, voilà, d'avoir un état d'esprit très positif et très créatrice, vouloir faire de nouvelles choses, est-ce que c'est pas ça aussi qui attire les opportunités? Est-ce que c'est aussi le travail? Enfin, c'est peut-être un petit peu de tout. Je sais pas ce que tu en penses, parce que c'est quand même, assez Moi, je incroyable comme ça, ce fil de vie où il y a toutes ces petites opportunités qui arrivent. En fait, la relecture, elle est toujours géniale. Mais quand on y est, quand on est en plein dedans, euh, on ne sait pas en fait. Quand j'ai décidé après Ajaccio de partir à Paris sur ce bateau, jusqu'à la dernière microseconde avant ce coup de fil, je sautais dans l'inconnu complètement. Donc c'est ça en fait, la relecture. Avec la relecture, on trouve toujours le fil conducteur. Et je pense que ce qui fait, en tout cas ce qui a été pour moi mon fil conducteur interne, on va dire, c'est une envie profonde comment dire, de vivre ma vie à 150% et surtout d'être au plus proche de mes désirs ou de ce que j'avais envie d'expérimenter et surtout au plus proche de ce dont je ne voulais plus. Ça veut dire que si jamais il y a un endroit où je commence à soit m'ennuyer, soit enfin, plus trouver de sens, etc., ben, je sais que c'est le moment de commencer à laisser émerger en moi des envies d'autres choses. C'est là, en fait, où ça rejoint ce que tu dis. Donc, c'est aussi se mettre dans un état d'esprit où les opportunités, on va les voir. Parce que les opportunités, il y en a partout. Tout dépend de la manière dont on se positionne. Est-ce qu'on est en position d'accueil ou pas? Mmh. Et enfin, C'est il moi, paraît c'est qu'il y a pas vraiment de comme ça que... hasard non plus. Mmh. Non, je pense pas qu'il y ait des hasards ni de la chance. Ou alors c'est le nom qu'on l'on donne justement à, euh, à, à, à ce moment en fait génial qui est entre le moment où soit on se met en position d'accueil et où on voit cette opportunité. Et que on se dit bah pourquoi pas. Voilà. Et après c'est oser sauter dans l'inconnu. Et puis des fois le saut dans l'inconnu en fait c'est juste un saut d'un millimètre mais qui change tout. Tu dois aussi quand même avoir des moments, des peurs ou des doutes ou des freins aussi qui font, que, bah, tu t'es pas dit: «Allez, c'est parce que j'ai envie de vivre à 150 de prendre des risques, j'y vais sans réfléchir». Il y a Non quand non même une c'est des ouais. peurs derrière? Oui, 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 bien sûr. Et puis c'est jamais vraiment sans réfléchir. C'est que quand je quitte quelque chose ou quand j'ai envie d'expérimenter une autre chose, c'est parce que là où je suis, ça ne me convient plus. Enfin, disons que je préfère vivre ma vie à 150% plutôt que de la vivre de manière tiède. Oh, mais ça, c'est mon mode de fonctionnement. Mmh. Et je préfère, euh, je préfère essayer de nouvelles choses parce qu'il y aura toujours une manière de s'en sortir ou de gagner ou d'avoir un toit au-dessus de sa tête. Quand on est musicien, enfin, je suis en train de réfléchir en même temps que je te parle. Moi, je crois concrètement, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, dans ces moments de changement de vie, au pire des cas, qu'est-ce qui peut se passer?
tu gagnes plus d'argent, t'as plus de statut d'intermittent, t'as plus de sécurité quelque part. Qu'est-ce qui se passe? Ok, bon bah j'ai mon violon, bah je peux toujours aller jouer dans la rue et puis gagner 3 sous, etc. C'est pas ce que je veux. Mais le fait de me dire au pire, qu'est-ce qui se passe? Dans mon cas, voilà, Mmh. il y a ça, j'ai mon instrument, puis bon, j'ai des frères et sœurs qui ont des maisons, donc je peux toujours aller habiter chez eux. Faut pas leur dire, hein. Mais Non, c'est comme ma sœur à chaque fois qui me dit: «Au pire, j'ai toujours un canapé chez moi pour toi». Bon. ouais, non, mais voilà. Mais c'est vraiment ça. Et ce qui fait que c'est souvent de me dire ça qui me permet, hop, de faire ce saut dans l'inconnu. Et après, concrètement, c'est jamais, enfin, ça a rarement été un saut, je quitte un truc, j'ai aucune sécurité et je vais ailleurs. Non, non, Mmh. c'est un process, en fait, où je suis pas, enfin, j'aime bien aussi avoir un minimum de sol, un sol un minimum stable sous mes pieds. Et voilà, donc avant de lâcher un truc, j'expérimente de l'autre côté si le sol il est stable ou pas. Hein, si, voilà. Et puis quand ça commence à devenir de plus en plus stable, hop, je lâche l'autre pied et voilà, et je continue. Et du coup, tu n'as jamais eu envie, d'essayer de signer dans une maison de disques ou de travailler avec, Alors les signer avec équipes? Mmh. alors signer dans une maison de disques, c'est en tant que compositrice plus qu'en Mmh. tant que violoniste. La composition, ça fait pareil, ça fait peu de temps, ça fait depuis 2018 en fait que j'ai sorti un EP en septembre 2018 et un autre morceau là pendant le confinement au mois d'avril et je ne voulais alors pour signer dans une maison de disques honnêtement en fait je savais pas comment tout ça fonctionnait et vu que j'ai toujours un peu fonctionné en faisant les choses par moi-même avant de me dire ah, en effet ça aurait peut-être été plus facile de faire ça comme ça bon j'ai tout fait toute seule et Après, est-ce que je ça me aurait suis été pas plus facile? On ne sait pas. en fait on sait pas Mmh. exactement. Exactement. Donc non, pour l'instant, c'est vrai que je me suis pas forcément posé la question de signer dans une maison de disques, sachant que la composition et la réflexion sur mon propre projet sont encore en cours. Donc là, comme, tu parles, on va enchaîner dessus sur ton EP que tu as sorti en 2018. Mhm. Donc c'est ton premier album. Enfin moi je dis album, ça regroupe EP, LP et cetera, on va dire, hein. Pas de Donc problème. tu as travaillé, tu pas toute seule dessus, tu es accompagnée d'autres musiciens Mhm. et donc tu peux nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr. Alors cet album de 4 titres est né parce que donc en mars 2018, j'ai vraiment eu une envie profonde de d'écrire, enfin de jouer ma propre musique. Ça y est, c'est pas que j'en avais marre de jouer la musique des autres, pas du tout, mais j'avais envie d'expérimenter autre chose. Et j'ai écrit ce morceau, ce premier morceau qui s'appelle Origine et qui est vraiment inspiré d'un voyage et d'une rencontre incroyable que j'avais fait avec le lac Baïkal en Sibérie. Et donc voilà, c'était les choses qui avaient besoin de sortir de moi à ce moment-là. Et donc quand j'ai écrit ce morceau, j'imaginais donc un piano, violoncelle, des percussions type tambour, etc. Et en fait, donc, bah, j'ai tout fait à la maison toute seule avec les moyens du bord. Et puis, pour sortir ce morceau, donc ça après je vais répondre à ta question en contournant en fait, en racontant, en passant par un autre chemin, mais pour sortir ce morceau, je me suis dit, tiens, bah, en fait, je vais en profiter pour sortir un album complet, enfin un album de 4 titres. D'autant plus, ça correspondait à une époque où mes grands-parents commençaient un peu à décliner et j'avais vraiment très envie de leur, je sais pas, de leur témoigner de Un produire quelque hommage, chose et de leur rendre sonore hommage. quoi. Mmh. Et en fait, ils aimaient beaucoup la musique, enfin ils aiment beaucoup la musique française. Et donc c'est là où j'ai décidé de faire 3 reprises de chansons françaises qu'ils aimaient beaucoup. Et donc c'est pour ce faire, donc les 3 reprises, il y avait la javanaise, il y avait également le Mexico de Luis Mariano, que mon grand-père chantait à tue-tête, et la butte, et la complainte de la butte. Je cherchais en même temps le titre, mais je Ouais, l'avais à ouais, non, mais l'envers aussi, j'allais mais dire la butte de Saint-Jean, mais pas du tout. La complainte de la butte. Pardon.
Et puis, en fait, j'ai une très mauvaise mémoire des noms, c'est dingue. On me donne 3 notes de musique, je sais exactement d'où ça vient, mais impossible de me rappeler le nom. Et par contre, je peux te dire toute la suite et tous les instruments, il n'y a pas de problème. Et en fait, j'ai fait appel à ce moment-là à un arrangeur, un ami à moi qui est compositeur et arrangeur, pour me faire les arrangements de ces 3 chansons-là. Et donc lui, il est pianiste aussi. Et puis on a décidé ensuite de faire appel à des musiciens pour aller enregistrer tout ça en studio pour la sortie du disque. Donc en fait, ouais, tout Du est coup, tout autoproduit aussi, financé tout par autoproduit par moi. pas de crowdfunding, rien, juste Non, 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 des non, non, économies de non. côté. C'est ça. Mais en fait, je crois que je m'étais même pas forcément renseignée ou je me suis dit je vais faire ça, bah, je vais le faire toute seule. Alors qu'en effet, maintenant je le ferai différemment. Maintenant, je ferai appel, je pense vraiment à des campagnes de crowdfunding ou peut-être des maisons de disques à voir, mais ouais. Ouais, parce que tu À pensais l'époque, non. peut-être pas aller jusque-là aussi quand tu t'es lancé dans ce projet. Non, ça Ça c'est s'est certain. fait un peu. Au fur et à mesure. Non, non, tout à fait. Et puis voilà, donc le disque est sorti le 23 septembre dernier. Et Je mettrai c'est. le lien aussi dans la Oui, description. avec plaisir. Donc voilà, il y a ce single Origine que j'ai écrit, donc, et les trois reprises de chansons françaises D'accord. dessus. Et tu chantes pas juste violon, hein. Juste violon, pour l'instant. On verra. Ah, ah, On sait pas, je suis pas à l'abri d'une nouvelle idée, j'en sais rien. pourquoi pas. Non, pourquoi pas. C'est vrai qu'il faut essayer de toucher à plein de choses quand c'est possible. C'est vrai que c'est toujours intéressant. Ouais, mais c'est ça, c'est vraiment l'exploration. Bah, c'est comme ça d'ailleurs que là, pendant le confinement, bah, je me suis essayée à la production moi-même de musique électronique et que j'ai sorti un morceau qui s'appelle Connectivity et qui est purement électro, pour le coup. Et là, j'ai tout produit à la maison et enregistré mon violon à la maison aussi. Et je suis contente en fait. C'est vraiment une exploration d'un autre univers. Ouais, c'est sûr. Puis ça doit être sympa, le mélange, ça se fait. Bah, moi, je connaissais un petit peu aussi avec Chapelier Fou, qui mélange un peu Oui. comme ça le Mm. violon, l'électro. Et c'est vrai que le violon, en fait, ça se marie. Enfin, après, je pense que tout instrument peut bien se marier avec tout style de musique, suivant comment il est utilisé. Enfin, c'est. C'est exactement ça. Ouais, ouais. Il n'y a pas de limite en fait. Hmm. Il n'y a vraiment pas de limite. Mais c'est vrai qu'on voit même. Enfin, le violon, ça a quand même un apport, une certaine couleur, même dans le rap et tout. C'est beaucoup utilisé Mm, pour mm. apporter des mélodies assez mélancoliques. Mais enfin, c'est vrai que ça a à chaque fois un rôle différent suivant le genre de musique aussi. Enfin, c'est ça qui est. Ah, c'est ça qui est passionnant, mais c'est ça en fait que j'aime vraiment avec cet instrument et c'est ça qui a sous-tendu aussi on va dire toute ma carrière de violoniste et qui la sous-tend encore. C'est vraiment l'envie d'explorer tout ce que l'on peut faire avec un violon, tous les styles de musique, pourvu que ça ait du sens et que voilà et que ça serve la musique en fait. Hmm. C'est pas juste le but d'expérimenter tout court, mais et puis aussi bah, alors là on repart dans la transmission, mais de transmettre et de montrer à ceux qui n'imaginent pas que l'on peut, avec du violon, faire autre chose que du Bach et du Mozart. Hmm. Même si Bach et Mozart, c'est magnifique aussi, mais on peut aussi faire autre chose. Et c'est comme si ça ouvrait des portes nouvelles, en fait, chez certaines personnes, et je trouve ça merveilleux. Bah, c'est vrai que c'est ce que tu disais aussi au début, par rapport, je pense, au début, quand tu as commencé au conservatoire, où c'était un peu plus fermé, où on parlait vraiment du violon en classique. Après les Mhm. années 90 et autres, il y a quand même beaucoup de violonistes qui ont montré que ça pouvait être vu autrement, que ça pouvait être couplé à d'autres styles de musique, qui ont montré qu'on pouvait jouer du violon sans être habillé en, pardon, en En costume noir. cravate ou noir, et puis qu'on pouvait avoir des looks délurés, pardon. Mhm. Je ne sais plus tous les noms de ces violonistes, mais je sais que ma sœur est Alors, il y fan, avait donc Nigel je bade Kennedy. voilà, Voilà, je c'est le les bébé. vois, mais j'ai pas. C'est ça. Alors, il y a eu Gilles Pape aussi. Enfin, il y en a vraiment plusieurs. Et Et là, ouais, qui. récemment, j'ai Lindsay dans la tête, mais je ne sais plus si c'est ça, une femme là aussi Lindsay qui Stirling, oui, qui voilà. a, Mmh. qui a pareil, enfin, c'est quoi le mot, mais en tout cas, qui est la première à démocratiser, populariser, je sais pas, mais en tout cas, voilà, qui a mis du violon sur des prods à elle, un peu dubstep, et puis ça a fait découvrir vraiment le violon, c'est ça, d'une autre manière, Mmh. et les gens ont commencé à se dire, ah, mais le violon, c'est cool aussi, bah ouais.
C'est ce qui m'a moi j'étais plus jeune, alors je sais plus c'était en quelle année, c'était, elle je me rappelle de son nom parce que ça m'avait marqué à l'époque, c'est la première que j'avais vue comme ça coupler, des genres, je connaissais pas avant. C'était Mhm. Vanessa Mae qui avait Oui, joué Vanessa May. avec, Scorpions. En J'avais trouvé effet, ça super quoi, avec son violon en effet. électrique et je Mm. crois que j'avais jamais vu un violon électrique. Je sais plus c'était en quelle année mais bon. Ben, moi non plus, je crois que c'était la première fois que je voyais un violon électrique avec quand je l'ai vu elle. Ouais, parce qu'on est de la même génération donc c'est Ouais. On a dû voir les mêmes images. donc vaut mieux pas savoir c'était en quelle année, hein. C'est Non, non, nous sommes toujours nous très seuls, jeunes, nous voilà. savons. Non, mais c'est super intéressant. Du coup, tu as ton petit home studio chez toi, mais ça date d'avant ou c'était parce que tu m'as dit que ton EP aussi, tu as enregistré un petit peu chez toi? C'est pas que du confinement où tu t'es équipé, Non, 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 je me suis équipée à l'époque où j'ai commencé à écrire de la musique avec mes enceintes, une carte son, mon logiciel, mon clavier. J'ai appris à... Enfin, je suis toujours en train d'apprendre à utiliser tout ça, mais voilà, j'ai vraiment commencé à m'intéresser au sujet, donc il y a 2 ans et demi à peu près. 2 ans et demi. bah, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que comme la question que je te posais au début par rapport au conservatoire, c'est le genre de choses qu'on n'apprend pas forcément aux musiciens non plus, à s'équiper en matériel, ce qu'il faut utiliser, Vraiment, enfin, sous réserve que maintenant ce soit différent, à l'époque, non. La Mmh. MAO, la musique assistée par ordinateur, était, enfin, n'était pas présente dans... Il y avait peut-être des cours de MAO au conservatoire, mais c'était peut-être le truc tellement perché que personne n'avait l'idée d'aller voir à quoi ça ressemblait, ni ce que ça voulait dire en fait. Sachant que, enfin bon, on a un peu... enfin, quand je me souviens qu'à l'époque où j'étais au conservatoire, on avait à peine Internet à la maison pour moi Ouais. et qu'il n'y avait même pas enfin, à peine un ordinateur, c'est vrai que la MAO, c'était barbare, quoi. Oui, oui, c'est vrai. C'était Mais encore plus l'enregistrement sur les bandes ou les multipistes ou alors, je suis peut-être pas aussi vieille que ça, non, mais non, mais c'est pas si vieux que ça en même temps si on réfléchit. C'est les mais c'est vrai ordinateurs que étaient pas aussi, performants, performant, ouais, non, c'est sûr. Mais c'est vrai que moi, en tant que musicienne, j'ai vraiment commencé à m'y intéresser plus tard, en fait, ouais. heu, non, mais c'est vrai et j'en parlais avec Antoine Ferron qui, donc, un producteur musical que j'avais interviewé dans le podcast juste avant toi. Mhm. Justement sur cette question, est-ce que lui, il allait proposer aussi des formations pour les artistes? Est-ce que ça l'intéressait justement à leur apprendre, comment, ben, s'équiper quand on est artiste pour s'enregistrer chez soi, sans parler que de la musique, électronique ou, voilà, de la musique, MAO. Voilà, pour quelqu'un qui joue aussi de la guitare ou du violon et qui chante et qui veut s'enregistrer, c'est vrai qu'il y a peu de formations dans ce sens-là aussi. Je suis absolument d'accord. Et c'est vrai que si jamais il peut le faire, enfin, plus il y en a, mieux c'est parce que moi, j'ai pas mal de contacts, un son, à qui vraiment j'ai demandé quel micro je prends pour enregistrer un violon, comment je fais mon gain, quelle carte son, quel ordinateur, et puis on n'a pas, puis c'est du budget aussi Mmh. tout ça. Et mais non, en fait, ce serait ouais, vraiment super qu'il y ait un maximum de formations, de vidéos qui soient, de ressources en tout cas, qui soient mises à disposition pour tous les artistes qui ont envie de pouvoir juste enregistrer correctement. Voilà et pas juste quelqu'un qui vient enfin, quand je dis juste quelqu'un, c'est pas péjoratif, mais pas juste avoir un clavier MIDI branché sur PC, on explique comment faire de la production musicale, parce que la production musicale, Oui, c'est avec tout instrument, en fait. tout à fait. Et en parlant justement de cours, toi aujourd'hui, tu fais Exactement. du J'ai coaching décidé scénique. du coaching de scène, coaching scénique, ouais. En fait, donc je coach les artistes, entrepreneurs et conférenciers, enfin toute personne qui doit interagir, qui doit s'exprimer, que ce soit par la musique ou via d'autres médias devant d'autres personnes, à être en confiance, à développer leur posture et leur charisme pour vraiment euh, pour être au max de leur plaisir et de leur capacité, surtout aussi sur scène. Donc en fait, vraiment, j'ai vraiment à cœur d'aborder toutes ces notions. Alors la notion de la posture, donc vraiment physiologique, de l'espace scénique. Alors une scène, elle peut faire 6 mètres carrés, 30 mètres carrés, 60 mètres carrés, elle va pas s'aborder de la même manière. Les lumières dans les yeux, le son, les retours, enfin toutes ces choses qui font que l'on peut être perturbé, surtout si jamais on doit changer de scène tous les soirs
ou tout ça. Et donc comment gérer cet espace-là? Comment regarder un public quand soi-même on est éclairé, on a les lumières dans les yeux, puis tout le public il est dans le noir? Comment au niveau du charisme arriver vraiment à agrandir son énergie tellement de manière tellement large qu'on arrive à en fait à englober tout le public à l'intérieur de son enfin donc de son énergie. Comment également gérer la performance et les enjeux liés à la performance, donc les enjeux liés à la pression pardon liée aux enjeux de la performance, parce Oui, que parce que pour ça joue sur, certains le jeu, oui, en effet. oui, voilà, bah, pour Mmh. certains artistes, par exemple, qui vont vouloir faire un showcase et que c'est ça qui va décider si tel journaliste va parler de leur titre ou pas, ou ce genre de choses. Non, la pression, elle est dingue, en fait. Et on se dit, waouh, là, c'est bon, j'ai quoi? J'ai 5 morceaux, j'ai 30 minutes où il faut que je donne tout. Et voilà. Donc, mon boulot aussi, c'est vraiment ça, c'est apporter un peu des clés que j'ai. Que j'ai expérimenté tout au long de toutes les scènes que j'ai pu faire, avec vraiment la diversité des styles de musique et des scènes sur lesquelles je me suis produite, que ce soit en musique classique, que ce soit en statique, que ce soit en déambulatoire sur ma scène, et voilà. Mais c'est super intéressant. Moi, quand j'ai découvert que tu faisais ça, alors je connaissais pas. Je connaissais le coaching vocal, le coaching enfin, il y a plusieurs sortes de coaching ou apprendre, donner des cours de musique, apprendre à jouer un instrument, apprendre à chanter, ce qui est un instrument aussi, mais voilà et c'est vrai que moi-même qui suis, auteur, compositeur, interprète, quand je fais des scènes, c'est vrai que des fois avec le stress, on est un peu coincé de la gorge, tout ça. C'est un peu compliqué de s'exprimer, où on a la voix qui part en cacahuète, parce que des fois on n'a pas bien dormi non plus, Mhm. voilà, il y en a, ils me disaient: «Ouais, mais si tu prends des cours de chant, ça va t'aider». Alors oui, ça peut aider à respirer, donc la respiration, ça détend d'une certaine manière. Mais c'est vrai que je pense pas que enfin ça, c'est mon avis, je pense pas que juste prendre des cours de chant va aider à être à l'aise avec la scène. Enfin, c'est des choses différentes. C'est des choses différentes. Et c'est vrai que personnellement, avant de monter sur scène, alors voilà, toi tu dis que quand t'as mal dormi, bah, tu peux avoir la voix qui se coince ou qui est plus fatiguée. Moi c'est pareil, physiquement des fois je suis plus en état, je suis crevée et j'ai mal partout. Par contre là je monte sur scène et comment est-ce que je me mets en condition pour, pour redonner de l'énergie. Et donc en fait c'est travailler l'ancrage beaucoup, donc c'est vraiment se reconnecter, enfin pour moi c'est vraiment me reconnecter à mon envie profonde de partager une émotion musicale. Euh, voilà, donc il y a l'ancrage. Il y a aussi, pour moi, quelque chose qui est très très important, c'est partir d'une dimension d'amour et non pas une dimension de peur. Ça veut dire vraiment considérer l'espace scénique comme un espace de partage et non pas comme un espace de jugement, quel que soit l'enjeu, mais que ce soit un showcase ou que ce soit un gala de charité, finalement. Mmh. Intuitivement, on se dira, bon, un gala de charité, bah, je suis là. On est tous là dans une dynamique de don, de bienveillance. Donc, naturellement, on aura peut-être. Enfin, on aura peut-être un peu moins peur et on se sentira donc beaucoup plus en bienveillance avec le public. Tandis qu'un showcase ou un examen ou un concours, naturellement, on va se dire, oh là, les gens, ils vont me juger, etc. En effet, ils vont juger une performance, mais par contre, dans l'acte d'écoute, ils sont là pour recevoir une information. Ils sont pas là pour casser du sucre. Donc c'est vraiment se positionner justement en tant qu'espace espace de partage. Et ensuite, après, il y a différentes techniques de respiration, de gestion du stress, pour arriver en fait à pouvoir se connecter à de la confiance en soi et pour pouvoir diffuser le message de la meilleure manière possible. Et ça doit être, très intéressant et est-ce que tu as l'impression justement depuis que tu t'es lancé dans cette activité, que ça intéresse les artistes, enfin, qui prennent conscience, de ce sujet-là et qu'ils y viennent facilement à te consulter justement pour être moins, terrorisés ou effrayés ou stressés ou vraiment qu'ils puissent profiter vraiment de leur art et de ce qu'ils ont à partager, quoi? Je pense que c'est vraiment quelque chose qui touche énormément de personnes maintenant. Et puis c'est quelque part quelque chose qui, pour certains, peut être encore assez tabou. Parce que aussi, lorsqu'on est musicien, tout le monde n'est pas comme ça, mais il y a quand même
comment dire, une certaine compétition. Il peut y avoir une certaine compétition entre celui qui va accrocher le mieux la lumière, qui va plus drainer les foules, qui va avoir plus de succès, etc. Enfin, il y a une comparaison qui s'installe. Et malgré tout, les seuls moments où on peut parler de la souffrance des fois qu'on peut ressentir sur scène, et pour moi c'est vraiment de la souffrance quand on a super envie de chanter ses propres chansons, de jouer ses propres morceaux, puis que ce soit douloureux, punaise, juste ce passage ce passage devant le public, entre la pression que l'on se met, etc. Et oui, oui, donc par tout ce que l'on me dit, je sais que ça, tout ce que je reçois comme témoignage, c'est vraiment important en fait. Parce que oui, on apprend à jouer d'un instrument, on apprend à chanter, mais on apprend rarement à savoir comment gérer la scène. Et vraiment, la scène, ça s'apprend. J'en suis vraiment l'exemple parfait. Parce qu'alors, plus traqueuse que moi, honnêtement, il n'y avait pas quoi. Mais vraiment, ça s'apprend. Et puis c'est vrai qu'on a aussi ce enfin, il paraît que voilà, c'est normal, de toute façon de stresser, d'avoir le tract et il paraît que si on n'en a pas, c'est que, on n'a pas de talent. Alors je sais pas si c'est vrai, mais bon, c'est vrai qu'en général, si on veut bien faire, enfin si on a cette conscience, tu vois, du fait qu'on veut partager quelque chose et qu'on n'est pas juste sur scène pour soi, pour son ego, pour se montrer. Quand on veut Mm. faire plaisir aux autres, c'est vrai que souvent on a quand même, enfin le Bah, trac il a bah ouais, c'est parce qu'on se fout à poil aussi un peu. Il y a... En fait, on dort, pardon. On sort quelque chose on propose quelque chose de très intime mmh, de nous. Et donc, quelque part, on montre sa vulnérabilité. Et montrer sa vulnérabilité, ça veut dire s'exposer ben, à ce que quelqu'un nous fasse du mal ou pas, ou à imaginer que la situation va nous faire du mal ou ce genre de choses. Et peut-être aussi que c'est aussi être conscient de l'enjeu quand il y a un enjeu derrière. Le trac, en fait, je pense que c'est ça, c'est vraiment juste une conscience de l'enjeu, une conscience du fait qu'on a envie de bien faire, et ce trac-là, on peut vraiment l'utiliser et en faire une force. mmh, voilà. Et c'est vrai que pour ceux qui ne savent pas comment faire, vous pouvez aller voir Laure, qui va vous coacher. Oui, venez, venez avec plaisir. Je serais ravie. Non, mais c'est intéressant même pour, bah, la scène, hein, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup, moi j'accompagne, des artistes, qui débutent vraiment plus, quand je dis débutent, c'est qui font leur première scène ou autre pour les aider des fois plus dans la direction artistique ou, Mhm. choisir une playlist ou enfin ce genre de choses. Et c'est vrai que le côté, du stress, on le ressent et et c'est vrai que du coup, on sait pas forcément, vers qui aller parce que moi avec par exemple mon petit label ou si je manage un peu un artiste, c'est pas forcément mon rôle de lui apprendre à être à l'aise sur scène parce que ça se fait aussi avec Mhm. l'expérience. Mais du coup, c'est pour ça que j'étais contente de te rencontrer. En tout cas, il y a vraiment puis même, il y a des choses très très simples à mettre en place très très rapidement aussi. Euh, des petits trucs à savoir, comme par exemple, je vais t'en donner un. Quand on est sur scène et quand on est aveuglé par les lumières, enfin par toute voilà, la façade en fait, toute la lumière qui nous arrive dans les yeux et qu'on voit pas le public et qu'en fait on a l'impression d'être enfin, comme dans les pires cauchemars en fait, à poil en pleine lumière devant tout le monde et tout ça. Le fait d'imaginer, enfin le fait de regarder le public peut déjà vraiment aider à recréer une relation. Et comment regarder un public et donner l'impression au public en fait qu'on regarde tout le monde. Le petit truc, c'est juste de regarder juste au-dessus. Alors tout dépend de où la lumière qui arrive dans les yeux est placée, mais soit de regarder en dessous ou alors au-dessus. Et souvent, en levant la tête, en fait, on donne l'impression de. En fait, il faut imaginer aller regarder la dernière ligne Mmh. du public. Et en faisant ça, en fait, ça nous fait nous redresser et on englobe en fait vraiment tout le monde. Et vraiment, ça change la trouille, ça change notre propre énergie et puis on n'est plus tout seul quoi, on est avec tout le monde. Ouais, c'est peut-être aujourd'hui ce que doivent ressentir les artistes qui se mettent un peu au live stream, où ils sont derrière leur écran Ça c'est pas évident, ouais. Ouais. et voilà et du coup, c'est un peu comme être en pleine lumière et on voit pas le public, enfin parce que là, Mm. on voit pas non plus, et on n'a pas les applaudissements, on a les petits commentaires. Bon, c'est 2 milieux différents, mais c'est vrai que c'est un petit peu pareil, comment on chante, comme ça, quand on voit pas les gens, quoi et c'est pas évident Non, mais et après c'est ouais, enfin pardon. non, non, J'allais vas-y. dire de la j'allais dire de l'imagination, mais c'est sentir que les gens sont là et en fait on ne les voit pas, donc il y a un des sens qui n'est plus sollicité et c'est croire, je crois vraiment que
que tous ces gens qui sont connectés, qui envoient des commentaires même si on n'a pas le temps et qu'on peut pas les lire parce qu'on est en train de jouer, et ben juste de ressentir la présence de toutes ces personnes, c'est vraiment un changement de perception en fait, de paradigme c'est très intéressant. C'est forcément pas évident au début, ça demande de la pratique, mais c'est très intéressant et c'est possible. Et rien à voir, mais ça me fait penser, des fois je me disperse, hein. Mais est-ce que, de ton expérience, ça a déjà existé des concerts totalement dans le noir? Non, mais c'est une chose que je me suis dite pendant le confinement, que ça serait super intéressant de faire ça. Des concerts dans ma vie professionnelle, non. Après, de jouer du violon dans le noir avec d'autres musiciens, oui, ça m'est déjà arrivé. Et c'est extraordinaire comme sensation, parce que on voit avec les oreilles, en fait. Mmh. C'est vraiment ça. On voit avec les oreilles, on perçoit avec les narines, enfin, je sais pas, c'est très sensoriel. C'est comme si tous les autres sens au-delà de la vue, est exacerbée, vu que la vue ne peut pas marcher. Mmh. Et c'est... voilà. Non, c'est vraiment une superbe expérience. Et c'est vraiment très intéressant que que tu parles de ça, parce que lorsque j'ai fait mon premier live sur Facebook sur le sujet de la trouille pendant le confinement, il y a un mois environ, justement, donc je me suis confrontée à ma propre image pendant 1 heure. Là, je me suis dit, ah ouais, Ah, il faut c'est pas s'aimer un petit super peu parce facile, que quoi. sinon Ouais, mais il faut surtout imaginer les autres, parce que bon, ce que je racontais, c'était pas pour moi, c'était pour les autres. Et c'est là où je me suis dit, en effet, vu qu'en fait on ne voit pas les personnes qui sont derrière l'écran, c'est voilà cette notion d'exacerbation des autres sens. Un concert dans le noir, ça serait un super truc, un super ouais, ça concept. ça doit être sympa à vivre. Ouais. Pardon. Non, parce que c'est vrai que quand on est seul, à écouter de la musique, des fois chez soi, on se met un peu dans le noir ou on ferme les yeux, enfin pour ressentir et moi j'ai jamais eu l'occasion d'avoir un live, voilà, où on est dans le noir, on voit pas et du coup on est obligé de se concentrer plus, sur ce qu'on va entendre Mhm. et de se laisser porter, autrement, quoi. Ouais. Mmh. Ouais, ça serait quelque Avec chose à faire. l'énergie de la salle quand même qui est là, Ben oui, c'est ça en fait. Et puis c'est vraiment une expérience sensorielle complètement différente. Et bon, ben il n'y a plus qu'à. voilà, c'était un petit aparté, voilà. Donc voilà, bah, on arrive tout doucement à la création du blog, du coup dans tout ton parcours, très enrichissant et plein de choses en fait, hein. Comme quoi, c'est possible et Oui. heu et donc tu as créé ton blog, donc début d'année Mhm. et donc c'est lié à cette idée, voilà, de proposer du coaching, de vouloir aider aussi les autres, artistes ou d'autres personnes, parce Alors, que comme tu dis, il y a pas que les artistes. oui, oui, oui. En fait, ouais, j'ai vraiment eu à cœur d'élargir les personnes auxquelles je voulais m'adresser parce que ce soit les entrepreneurs qui, euh, qui montent une société ou qui montent une boîte parce qu'ils ont tel service ou tel produit qui les fait triper et ils veulent changer, ils veulent aussi changer le monde, etc. Et qui doivent aller pitcher ou ils doivent parler devant des investisseurs ou ils doivent faire du réseau, ce genre de choses et qu'en fait ils sont pas du tout, ils sont complètement introvertis. Bah, je trouve qu'il y avait vraiment des super ponts à faire avec notre métier de musicien. Mmh. Et voilà, c'est vraiment la transversalité qui m'intéresse. Et pour les conférenciers, c'est pareil en fait. Il y a plein de gens qui adorent transmettre, mais qui des fois vont bloquer sur tel ou tel aspect physique et pratique de la scène. Et donc pour répondre à ta question de mon blog, en fait non, c'est pas le coaching qui a amené le blog, c'est le blog qui a amené le coaching. D'accord. Voilà, donc en fait l'envie de transmettre donc est passée tout d'abord par l'écriture avec le blog. Et c'est au fur et à mesure que j'écrivais ces articles, pardon, que je me suis dit, au fur et à mesure que j'écrivais ces articles et que je voyais l'impact que ça avait, que je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de le faire enfin, j'allais dire en vrai, j'ai envie de proposer vraiment mes services et donc de proposer ces séances de coaching. Donc le blog, il va continuer parce que c'est vraiment un exercice différent et sur le blog, vraiment, je vais dans l'aspect aussi pratico-pratique de comment apprendre un répertoire super rapidement ou 50 morceaux pour la veille. Et c'est vraiment des trucs vécus, quoi. Voilà. Et
vraiment des tips, enfin, que ce soit et des réflexions sur le rapport. Le rapport de l'argent dans le milieu musical et spécialement quand on est une femme, donc ça c'était aussi un sujet qui me tenait Oui, vraiment à cœur. très Et intéressant l'article. Mmh. ouais, merci. En tout cas, ouais, c'était vraiment, voilà, il y avait un témoignage que j'avais envie d'apporter là-dessus. Ou alors, voilà, ça peut être des contenus comme, bah là, prochainement, il y en a un qui va sortir sur la gestion de l'imprévu. Une corde qui casse, je Mmh. sais pas, le système son ou alors son retour qui lâche. Enfin, tout ce genre 10 de minutes choses. avant de Comment le commencer. gérer? Pardon? 10 minutes avant de commencer. Ah, Ouais, non, mais voilà, ouais. c'est tout ce genre de choses. Bah, une fois à un concert, j'ai je sais pas, j'ai dû avoir un problème avec un jeu de cordes, j'ai cassé 3 cordes, le même soir. Ah la vache. Ouais, 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 sans pouvoir changer. Heureusement, on était 2 guitaristes, mais bon, c'était un peu compliqué. ouais. Mais bon, Bah, faut moi, j'ai garder, l'allure, tout va bien, hein? Mais c'est ça, et puis après, après les gens viennent voir, enfin le public est là pour voir un spectacle en live, et ça fait partie des aléas du live. Mmh. Et, et c'est vrai que si jamais bah, on le vit, enfin on peut avoir notre dose de stress, hein, c'est certain, mais ça m'est arrivé sur ma scène de cabaret, il m'est arrivé plusieurs trucs, mais en tout cas de casser une corde, passionnée en fait par un morceau que j'étais en train de jouer. Je termine ce morceau brillamment en faisant un grand mouvement avec mon bras, sauf que j'ai embarqué la corde avec, qui a claqué en plein milieu. Ben voilà quoi, puis bah je dis bon ben voilà, c'est le live. Et tu disais donc, toi, tu as réussi à en vivre, hein, de la musique, que tu es Mhm. dans ce milieu depuis 20 ans et je voulais ton ressenti justement par rapport à ceux qui nous écoutent et qui se posent la question en disant: «Non, mais moi je peux pas vivre de la musique, c'est trop compliqué». Parce qu'ils ont souvent cette image que des médias et de ce qu'on voit à la télé ou à la radio, alors qu'il y a plein d'autres façons de faire de la musique en dehors. Du coup, voilà, je voulais ton ressenti à toi qui est vraiment du milieu de la musique et qui travaille dedans. Je pense que la première question à se poser c'est pourquoi je fais de la musique. Est-ce que ça me fait triper, vibrer pour la reconnaissance comme les gens qu'on voit à la télé, ou est-ce que ça me fait vibrer et triper à l'intérieur de moi parce que enfin, parce que ça me nourrit et j'ai envie de transmettre quelque chose. Et déjà, si jamais on est ému par ce sentiment enfin, c'est pas d'urgence, mais juste d'intensité, en fait, de transmettre quelque chose, tout ce qui se passe à la télé, etc., ça n'est qu'une facette du milieu de la musique. Et finalement, un musicien indépendant est la même, c'est un entrepreneur, enfin, c'est un indépendant. En fait, il fait partie de toutes les mêmes personnes qui ne sont pas en CDI. En gros, donc c'est ni plus compliqué ni moins compliqué. Et c'est vraiment se sortir de ce système de croyance qui date, je pense, d'il y a quelques dizaines d'années, qui disait que les musiciens c'était des saltimbanques, des gens qui n'ont pas d'argent et qui n'arriveront jamais à en vivre, etc. C'est pas vrai, vraiment pas. Et il y a besoin de musiciens, et il y a surtout besoin de beaux, il y a besoin de musique. Donc, si on a quelque chose à dire, faut vraiment y aller. Et puis après, s'adresser aux bonnes personnes et surtout aux personnes donc, qui ont réussi à en faire leur métier pour aller leur demander, toi, dans telle situation, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? C'est vraiment se servir de la transmission et de l'expérience des autres. Parce que moi, par exemple, en tant que musicienne professionnelle, eh ben, j'adore pouvoir donner enfin, des conseils. Si quelqu'un a envie de m'appeler pour me dire, Laure, comment tu as fait dans telle situation, mais avec grand plaisir. Voilà, c'est l'échange et se servir de l'expérience les uns des autres. C'était pour dire, il y a aussi, beaucoup de travail quand même. Parce que voilà, il y en a Ah, ça, beaucoup, c'est ils sûr. pensent que C'est vrai qu'ils maintenant, hop, on pensent va pas, sur ouais. Spotify et puis on a des vues et Mm. puis on vit de la musique et enfin, il y a un travail quand même derrière, Oui, ça oui, oui, mais bah, en fait, oui, il y a un travail comme pour tout. À partir du moment où on veut développer son projet, ça veut dire qu'on va passer par des moments où ça va aller super bien, on va être super excité parce que ça nous porte, et puis des moments où ça va être l'angoisse profonde parce qu'on se demande mais qu'est-ce qui m'a pris de m'embarquer là-dedans. Et donc il y a ça, il y a vraiment essayer d'avoir une persévérance. Et il n'y a pas d'autres moyens aussi que le fait d'avoir des habitudes de la discipline et des habitudes de discipline et que chacun en fait arrive à se trouver sa propre et à se créer sa propre discipline. Après, s'il est évident que instrumentalement, même au niveau de la production, etc., il faut apprendre et il faut travailler, il faut s'entraîner, il faut pratiquer et au fur et à mesure, en fait, ça devient de plus en plus facile, on gagne en galon et puis on apprend de nouvelles choses, etc. Mais en effet, ça vient pas tout seul, c'est certain. Et sur Spotify, toutes les personnes qui ont enfin, qui ont leur morceau sur Spotify, mais un morceau, il peut prendre 3 ans de boulot ou une nuit.
Tout dépend si tu débutes avec ton Logic Pro ou ton Ableton ou tous ces logiciels-là, ou alors si jamais tu fais ça depuis 20 ans. Enfin, ouais, voilà. C'est... Non, il y a du travail, évidemment. En fait, c'est surtout de la persévérance. Mmh. J'ai des artistes là, qui me contactent au label, Mhm. et voilà, ils m'envoient leur projet, ils me disent: «Bon, bah, voilà, moi j'aime bien créer, mais le reste ça m'emmerde, donc je cherche un label pour faire, ma nounou, quoi». Et je dis: «Non, mais ça marche pas comme ça, c'est» Ben non. je dis: «Toi aussi, va falloir que tu travailles, enfin, c'est ta musique, c'est ton projet, donc c'est un partenariat». Et c'est vrai qu'il y a cette vision, alors c'était peut-être comme ça, je sais pas, avant les années 80-90, je ne sais pas, où il y avait peut-être qu'ils étaient pris par la main, les artistes, on faisait tout pour eux, et c'est peut-être le cas dans le contrat d'artiste dans les grosses maisons de disques où après on leur dit même ce qu'ils doivent faire, où ils ont plus vraiment de liberté. Mais il y a un travail, toi tu travailles quand même derrière, ça vient pas, Mhm. comme ça. Ben non, 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 ça vient pas comme ça. Et puis, après, c'est toujours la grande question. Tu sais, voilà, tu parles de ces maisons de disques où t'as enfin, des artistes, parce qu'il n'y a pas que des chanteurs, des artistes Mmh. à qui les directeurs disent bah voilà, tu vas écrire, tu vas chanter ou tu vas faire tel titre qui a été écrit par un tel avec un arrangement d'un tel parce qu'en ce moment, ce que les gens veulent entendre, c'est ça, etc., etc. Elle est où la part artistique là-dedans? Enfin bon, ça, Ouais. c'est mon questionnement. Après ça va Et rester l'interprétation, quoi, qui va être faite, mais c'est ouais, voilà. oui, non, mais voilà. Mais c'est pour ça, en fait, que peut-être ceux qui... En fait, tout est OK à partir du moment où l'objectif premier est au clair. Enfin, que la personne est au clair avec son objectif Mmh. premier. En ce sens, la phrase marche mieux. En fait, c'est ça. C'est vraiment la clarté de ton objectif qui fait que tu vas aller plus là ou plus là. Aujourd'hui, tu dois continuer à vivre de la musique, je pense. Enfin, tu sais pas ce qui va Ouais. se passer demain, de toute façon, on ne sait pas ce qui va se passer demain, Non, mais c'est mais quoi dans... tes projets là maintenant à venir? Là, peut-être plus à court terme si tu as pas encore la vision, En tout cas, ce que j'aimerais, même à long terme, en fait, c'est... Là, j'ai vraiment envie de continuer à... Enfin, il y a plusieurs choses. Dans la musique, j'ai envie d'écrire. J'ai, je pense que je pense qu'il y a d'autres albums qui vont arriver derrière. Euh, j'ai envie de m'essayer à, voilà, plein de choses. Donc, il y a des choses qui sont en train d'émerger. J'ai du mal à pouvoir en parler maintenant. C'est pas encore très clair pour moi, donc ça ne le sera pas pour vous. Mais bon, c'est en chemin. En tout cas, il y aura un album d'électro, ça c'est sûr. Et vraiment d'expérimentation et d'exploration. Et il va y avoir de la scène, en fait. J'adorerais monter sur scène avec mon projet aussi. Donc voilà, donc tout ça c'est en maturation à l'intérieur de moi. Et puis donc et puis le coaching en fait qui me plaît vachement parce que pour moi c'est vraiment les deux pendants de j'allais dire de ma vie. C'est vibrer et transmettre le son pour refaire le lien avec ce que je disais au tout début. Vraiment le produire et le partager sur scène, ce son, et transmettre après à d'autres justement comment partager ce son sur scène. Donc c'est à la transmission et la production. Voilà, c'est un peu mes deux piliers. Ça a été toute ma vie. Et puis là, je pense avoir vraiment trouvé un super équilibre. Donc là, mon projet, en tout cas par rapport au coaching, c'est de... donc je suis en train de travailler en fait à un programme et à des ateliers de gestion du stress, de reconnexion à soi, d'ancrage, etc. Donc pour l'instant, en fait, je propose une séance à l'unité pour déjà permettre à la personne qui en a besoin de passer un premier gap, pour qu'il voit vraiment déjà une différence significative. Et, euh, et puis voilà, dans les projets, en fait, c'est ça, c'est musique et transmission, musique et coaching. ce sont de beaux projets. Merci. Voilà, surtout que par rapport au coaching, personnellement, j'ai pas vu ça à beaucoup d'endroits, donc je trouve ça super intéressant, et j'espère que tu auras aussi des partenariats, avec des SMAC ou ce genre de choses. Je sais pas si c'est en cours, si c'est prévu ou pas, mais parce que c'est quand même important, dans l'accompagnement aussi artistique. Absolument. Non, pas pour l'instant, mais non, non, absolument. Il va falloir mettre ça en place. En tout cas, pour toute personne qui est intéressée ou qui aurait envie d'en savoir plus, je propose avant chaque séance un entretien de 30 minutes
voilà, pour apprendre à se connaître, pour savoir si nous avons envie de travailler ensemble, ce que je peux vous apporter, quels sont vos objectifs, etc. Voilà, donc pour moi, c'est important de le dire en fait, plutôt que de dire, bah voilà, je vends une séance de coaching et sans savoir. Non, non, c'est vraiment important qu'on fasse connaissance. En tout cas, comme vous voyez, Laure est super sympa, donc n'hésitez pas à la contacter pour avoir des conseils. Merci, Guylaine. Hem, En plus, bon, je rigole un petit peu, mais est-ce que je peux dire aux auditeurs ce que tu as sur ton micro ou pas? Ouais, tu voudrais que je te fasse une photo pour que tu la mettes. Je pourrais Tu peux faire un très pas. screen écran pour, Ok, tu peux, ouais. ouais, je mettrai sur Facebook, donc ceux qui écoutent sur, Spotify, Apple ou sur d'autres, réseaux, surtout allez voir, vite sur Facebook, et je mettrai aussi sur Instagram cette, photo de notre échange avec Laure pour voir ce qu'elle a sur son micro. Voilà. C'est le dernier accessoire à la mode. Pour Hein, les c'est artistes qui très. ne savent pas comment faire un filtre anti-pop. Il y a une recette très simple. Pour terminer ce podcast, en tout cas, alors je voulais déjà te remercier, pour ta participation et ces échanges qui étaient très intéressants et constructifs et j'espère, qui auront tout autant intéressé, tous les gens qui nous ont écoutés. Et est-ce que tu voudrais terminer avec un ou 2 conseils que tu aurais pour notre public qui nous écoute aujourd'hui? Alors, deux conseils, deux choses essentielles que j'aurais envie de partager. La première, c'est de suivre son intuition. C'est vraiment, c'est le meilleur, je dirais la meilleure étoile du berger. C'est le meilleur guide. En tout cas, ça l'a été pour moi. Euh, et le deuxième, c'est de ne pas avoir peur. Parce que finalement, il n'y a rien de grave qui peut arriver. Oui, c'est vrai. C'est Ou vrai dit alors, comme ça. vous se posez la question, quelle est la chose la pire qui peut arriver? Et ça peut remettre la peur en perspective. Donc, suivre son intuition, pas avoir peur. C'est déjà, voilà, ce sera déjà pas mal, voire très bien. Oui, puis c'est pas non plus peut-être se laisser avoir par la peur des autres, comme par rapport à ce que tu dis, comme quand on quitte un travail et qu'on dit: «Bah, je vais être au chômage pendant un moment», ça fait toujours peur aux autres, mais pour Hmm. soi, c'est peut-être parce que c'est C'est pour ça, ouais, un palier pour faire autre chose. C'est pas une pour aller vers du honte ou mieux. c'est pas, c'est voilà, c'est pas grave. Non, non, exactement. C'est pour ça, ça rejoint le suivre son intuition. Si profondément à l'intérieur de soi, on veut quitter ce boulot parce que, pour X raisons, ben, ça fait flipper les autres, mais ça, c'est leur problème en fait. Mais pas se laisser perturber par ça et se faire confiance. Parce que Parce finalement, que il y a que toi qui sais ce que tu ressens à l'intérieur. exactement, et personne d'autre que soi peut savoir ce qui est bon pour nous. Et si des fois on ne sait pas, on peut aller demander conseil à quelqu'un. Mais au départ, c'est soi. Voilà, Bah, je je te pense. remercie beaucoup, Laure. Tu Merci voulais Guylaine, ajouter c'était quelque un... chose? Hésite pas. Non, enfin oui, je voulais te dire merci. Et tu l'as dit avant moi. C'était un plaisir d'échanger avec toi, en tout cas. Bah, moi également, en tout cas, c'est une belle découverte et je te remercie beaucoup et j'espère que, bah, les auditeurs prendront autant de plaisir, à écouter que j'ai eu à échanger avec toi aujourd'hui. Je te remercie. Bonne journée, Laure. Très bonne journée. Au revoir.